C'était il y a bien longtemps, en un temps que l'on compte au-delà de la mémoire des hommes. Dans les collines, les premiers arrivants avaient installé leur famille. Ils avaient monté les murs de leur maison, érigé leur temple, tracé au cœur de la forêt leur première route. Ensemble, ils avaient bâti une ville. Ainsi naquit Melville. En ce temps-là, Abraham Tréjean les dirigeait. Il était leur chef, leur guide, le patriarche aimé et respecté. Chaque année, pour rendre hommage à la création de leur communauté, Abraham organisait une battue sur ses propres terres, en souvenir des anciennes chasses, lorsqu'ils erraient encore dans les territoires sauvages. Et chaque année, quand ils atteignaient leurs 13 ans, les plus jeunes étaient envoyés en éclaireur. Abraham était centenaire quand sa jeune et dernière épouse donna vie à son premier fils. Il le baptisa de ses propres mains, dans les eaux glacées du fleuve, et le nomma Moselle. Père et fils se vouaient un amour et une admiration sans égal. La mère décédée en couche laissa le vieux sage seul face à l'éducation du garçon. Et il n'y avait aucun matin, aucune journée, sans que l'un et l'autre ne soient complices. Quand Moselle atteignit sa 13e année, rien n'avait changé depuis sa naissance. Mais Abraham commençait à sentir le poids des ans alourdir son corps sur ses épaules. Et elles avaient déjà porté tout un peuple. Bientôt arriverait le temps où il se coucherait définitivement. Or, Abraham était bien conscient que son fils n'était pas encore prêt. À force de chausser le même cuir, il n'avait laissé aucune place à l'enfant pour que ce dernier imprime ses propres pas. Un jour, ce fut l'heure d'organiser la grande chasse. Cette année-là, Moselle entrait dans l'âge des hommes. La nuit précédente, Abraham s'était enfoncé seul dans les collines. Il portait un costume confectionné en secret durant toute une année. Un long manteau roux, l'habillait de pied en cap, cousu grossièrement de pièces de peau mal tannées et de lambeaux de chair du plus noble animal de la forêt. Et la police était difficile à porter en raison de l'évaporation de miasmes putrides et nauséabonds. 4 cerfs adultes furent nécessaires à sa confection. Tandis qu'il gravissait les coteaux, les poils drus luisaient aux lueurs de la lune pleine, et entre ses longues mains, Abraham gardait pour plus tard la pièce maîtresse de son habit. Arrivé en grand-peine au sommet, au pied du plus grand chêne de la région, il s'assit et attendit les chasseurs. Il demeura là car il savait que le premier à venir serait son fils. Moselle, comme convenu, était parti seul le matin. Il avançait et chaque pas ne faisait qu'accroître la solitude qui gonflait son cœur. Il avançait au travers des ronces, des broussailles et des ombres. Il progressait seul pour la toute première fois de sa vie. Et comme la boue qui retenait les semelles de ses bottines dans un bruit de succion grasse, la peur s'agrippait à lui au fur et à mesure de son ascension. Derrière lui, bien plus bas, il entendit les premiers chiens lâchés, leurs aboiements sonnés comme des ordres claqués de leur gueule mauvaise, blanche et têtue. Les larmes ruisselaient sur les joues de Moselle. Elles se mêlaient à sa sueur. Ses cheveux lui collaient au front, ses membres tremblaient, mais il devait continuer. À quelques lieues de là, son père entendit les mêmes aboiements dans le lointain. La chasse était lancée. Aujourd'hui, le gibier serait différent.
Entre ses mains, il tenait le crâne du cerf qu'il avait évidé, et ses bois étaient immenses. Il le leva, et lentement le posa sur son propre crâne. Et sa bouche et ses joues se mêlaient à la chair putrescente de l'animal. Il s'avança afin que l'on puisse l'apercevoir de loin, détaché, là-haut, sur le flanc de la colline. Et Moselle le vit. Il vit d'abord ses bois, puis il devina dans la brume matinale la forme de son crâne. Il prit doucement son fusil et un à un arma les chiens. Puis il cala l'arme à son épaule, comme on le lui avait appris, comme son père le lui avait appris. Il posa sa joue sur la crosse de noyer lisse et visa. Il ne discernait toujours que la tête, le brouillard cachant le reste du corps. Cette bête semblait également l'observer. Elle ne bougeait pas, elle lui faisait face. Ils restèrent encore un instant immobiles, se jaugeant tous les deux. À un moment, Moselle amena son index sur l'acier de la détente. Il sentit qu'il fallait appuyer de toutes ses forces pour pouvoir l'actionner. Et Abraham n'entendit pas la déflagration. L'instant juste avant, il respirait encore l'air humide des bois, la fragrance fauve de la terre qui se réveille. Son souffle et son haleine remplissaient l'espace clos du crâne qu'il portait. Et puis, sans qu'il ne sente la moindre variation du vent, le moindre frémissement des hautes herbes, il fut dans l'obscurité. Et même cette noirceur, il ne la vit pas, car à cet instant précis, il était mort. Et il faut être vivant pour reconnaître ce qui est mort de ce qui ne l'est pas. Abraham avait juste cessé d'exister. Moselle dut attendre des années avant de comprendre le geste de son père. L'acte était fou, mais Abraham avait obligé son fils à tuer celui qui l'empêcherait le plus d'avancer dans sa vie. L'homme avait bien vécu. Il avait fondé une cité, établi une direction. C'était là son héritage. Son fils continuerait son œuvre. Par leur amour, ils étaient trop liés et le fils était comme sanglé dans l'admiration paternelle. Ils marchaient dans la même paire de bottes. Et quand Abraham serait mort de vieillesse, le corps resterait attaché à ses galoches et son poids clouerait sur place la marche de Moselle. Il fallait que le fils tue le père pour que le fils choisisse sa marche.